quand on est ami avec des gens, il faut voir tout ça. La vie, c'est des intérêts, on va pas se le cacher. On ne traîne qu'avec des gens qui nous apportent en plus dans la vie. Si vous pensez que les gens avec lesquels vous partagez votre vie vous tirent vers le bas, mais pensez à vous détacher de ces personnes-là. Si on vous traite de gonflé, dites que c'est moi qui vous ai conseillé. Il n'y a pas de souci. Je prends sur moi. Bienvenue dans cette première escale avec notre invité du jour, Dongombu, auteur du livre La persévérance face à l'échec, à qui je vais laisser le soin de se présenter. Bonsoir, cher invité. Bonsoir, Madame Gomembo, ici à Janelle. C'est tout un plaisir de faire part de votre podcast, enfin d'être là avec vous pour votre podcast. Plaisir partagé. En tout cas, c'est une expérience en plus. Donc, je suis Dongombu, auteur-écrivain de La persévérance face à l'échec. Mon tout premier titre, donc une autobiographie. Et je suis titulaire donc d'une licence en logistique et un master en marketing et communication. Aujourd'hui, j'évolue dans le secteur de la télécommunication. Et c'est un peu ça ce que je peux dire de moi, quoi. D'accord, ça fait beaucoup, quand même. On va tout de suite se lancer dans le vif du sujet. On est là pour faire la présentation du livre La persévérance face à l'échec. Première question pour vous. On va se tutoyer. Il n'y a pas de souci. Tu as dit première question, ce qui veut dire qu'il y en a plusieurs. Il y a une suite de questions et on espère avoir toutes les réponses à nos questions. Donc, voilà. On va se mettre à l'aise et se tutoyer si cela ne vous dérange pas. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. D'accord. Alors, donc, que signifie la persévérance pour toi? Bon, pour moi déjà, la persévérance, c'est le fait de pouvoir se relever malgré les échecs, les blessures, et toujours foncer tête haute vers son objectif, ou pour ne pas dire ses objectifs fixés, quoi. Pour moi, c'est ça la définition de la persévérance. D'accord. Pourquoi avoir choisi de parler de l'échec? Parce que aujourd'hui, tu sais, Janelle, il y a des gens, quand il connaît un échec, il a du mal à pouvoir se relever. Oui. Mais ils doivent comprendre que lorsqu'on connaît des échecs, on doit avoir le courage et la force de pouvoir se relever, persévérer et arriver à atteindre l'apogée. D'accord. LV Consulting, votre cabinet conseil à Brazzaville. La question qui suivait était est-ce qu'il y a une expérience personnelle dans ce livre? Mais oui, tu as répondu à ça dès le début pour dire que c'est une autobiographie. Du coup, le personnage principal est Moyekoli, qui te représente. Dans le livre, il est dit qu'il est critiqué simplement parce qu'il ose réussir. Que veux-tu faire passer comme message à travers cette scène? À travers cette scène, ce que je pourrais dire déjà, tu sais, Moyekoli, c'est quelqu'un, enfin, je ne veux pas parler de moi facilement comme ça, mais bon, je veux parler du personnage Moyekoli. Certains déjà ne savent pas déjà ce qui signifie Moyekoli. En fait, Moyekoli, chez moi, dans mon pays, au Congo-Brazzaville, enfin, notre pays, parce que tu en fais partie, ça veut dire un apprenant. Un apprenant, c'est en lingala. Et tu sais, aujourd'hui, Orissia, il y a un truc qu'il faut savoir. Tout le monde n'est pas content de te voir réussir. Et tout le monde ne veut pas te voir réussir. Et il y a des gens, quand ils se voient faibles, mentalement épuisés, et il se dit la meilleure manière pour lui de pouvoir te déstabiliser, c'est te critiquer, t'insulter, tout ce qu'il peut dire, te calomnier, pouvoir t'atteindre. Et donc, Moyekoli, il a connu plusieurs échecs et dans son quartier, par rapport à ces échecs-là, il était classé d'une certaine manière, critiqué par-ci, par-là. Il devenait la rusée de tous. Il y a des gens qui m'ont donné des surnoms par-ci, par-là, des noms et tout. Une façon de le réduire, de le descendre limite, complet, voilà, de le complètement. descendre complètement, effectivement. D'accord. Suite à ça, est-ce que tu penses que dans nos sociétés, la réussite dérange plus qu'elle ne devrait?
plus qu'elle n'inspire en fait. Ah oui, ah oui. Tu sais, moi je me demande pourquoi les gens réfléchissent négativement. Chacun fait son choix pour la réussite. Il n'y a pas de bonne réussite, de mauvaise réussite. S'il a opté pour ce chemin-là pour réussir, c'est son chemin. S'il n'a pas opté pour ça, ben, c'est sa vie à lui. Mais il y a des gens, quand il a failli, lui, il veut que les autres aussi puissent faillir comme lui. Et il se met à ne pas apprécier la réussite de l'autre. Et ça, c'est mauvais. Parce qu'aujourd'hui, dans la Bible, on dit, si tu veux attirer des bénédictions, il faut savoir reconnaître et encourager les autres. Mais toi, tu n'as pas la force, tu n'as pas le courage de reconnaître la réussite de l'autre, mais c'est toi qui veux attirer des bénédictions vers toi. C'est quand même bizarre. Ouais. Normalement, quand une personne réussit, bah, il faut la prendre pour modèle. Surtout si elle réussit sans faire du mal, sans écraser certaines personnes. Et bah, c'est même ça. Il y a des gens, ils se disent que pour réussir, il doit écraser la lumière de l'autre pour briller. Mais ça, c'est un truc, moi, je peux dire, qui n'est pas acquis. Hein? Tu vas te rendre compte que tu n'as pas obtenu cette réussite de manière naturelle. Ouais. Et ce que je pourrais dire à travers cela, Orissia, il faut que nous apprenions à avoir des modèles dans la vie. Un modèle de réussite. Ah, Orissia, j'aime bien ce qu'elle fait. Ah, moi aussi, je dois devenir comme elle. Je me donne des moyens, je me fixe des objectifs, j'essaie de la côtoyer, comprendre comment elle fait pour réaliser ça et ça. Et c'est ça, avoir un mentor dans la vie. Ouais. Et je pense que bon nombre de personnes manquent de courage. Parce que c'est plutôt l'orgueil. Je dirais peut-être que c'est l'orgueil qui nous détruit un peu. Se rapprocher d'un ami, par exemple, on se dit que c'est quelqu'un qui a quasiment le même âge que moi, parfois un peu plus petit que moi, qui réussit dans la vie. Et on se dit que se rapprocher de cette personne-là pour lui demander de l'aider, des services, de montrer un peu les tuyaux, comment faire pour pouvoir parvenir à gérer telle ou telle chose dans sa vie et tout. Bah, on a juste honte, on est juste orgueilleux. On préfère bouder dans son coin et après dire tout et n'importe quoi pour pouvoir descendre la personne qui est élevée. En vérité, on admire cette personne-là, mais on a juste du mal à l'accepter. En tout cas, c'est tout à fait normal. Je suis tout à fait d'avis avec toi, Orissia. Tu sais, moi, je dirais, pour ma petite expérience, je me suis lancé dans une carrière managériale. Donc, j'ai fait des études managériales parce que le parcours logisticien, marketing, communication, c'est le management en général. Et donc, de ma première année à ma 5e année, c'est tout ce que j'ai étudié, manager, gérer, tout ça, gestion. Et chez moi au pays, mon mentor à moi, c'est quelqu'un que je suivais de très loin, ses expériences et tout. En passant, je salue donc sa personne, donc Monsieur Ibrahim Ben Nouradine. On vous salue, Monsieur Ibrahim Ben. Le partenaire idéal pour tous vos événements. Pourquoi je l'ai choisi comme mentor? Non seulement il est jeune, mais il est très talentueux, très intelligent, très constant dans ce qu'il fait. Et c'est un modèle aujourd'hui de réussite de la jeunesse. Tu sais, je suis resté un jour, j'ai vu ce qu'il réalisait, j'ai dit, mais le gars, il est génie. Et j'ai fait le tour de le côtoyer. On s'écrivait et tout, voilà, sur Facebook et tout. Il est très flex, ouvert à tout le monde, jusqu'à ce qu'il m'accorde un premier rendez-vous chez lui, dans son entreprise, où il évoluait, donc, lorsque la nouvelle société a ouvert, Vival. Donc, aujourd'hui, il m'a impacté positivement et il m'a donné le courage. J'étais allé le voir, je lui ai dit, je lui ai posé mon problème, je lui ai dit, à l'époque, je venais d'avoir ma licence en logistique, je lui ai dit, ben, je veux d'un stage. Il me dit, vraiment, si c'était dans le monde commercial, je te trouverai un stage, mais logistique, c'est pas vraiment évident. Et quand il m'a dit ça, je suis rentré chez moi. Ouais. Tu sais, je suis rentré chez moi, je me suis posé, j'ai dit, commercial. Et je me suis rappelé des dires d'un
directeur de mon ancien directeur d'études, Monsieur Gomandoki, qui me disait, quand tu rédiges un mémoire, c'est détecter une faille dans une entreprise et apporter une solution. Et en pensant à ça, d'où j'ai eu l'idée d'observer la gestion de la relation client dans la plupart des entreprises que je fréquentais. D'accord. Et en faisant cette expérience, j'ai compris que c'est un secteur qui a besoin d'être travaillé. Mais pour être travaillé, il faut qu'il y ait des gens qui ont appris dans ce domaine-là. Ouais. Et voilà, donc, je recontacte eBay. Je dis, moi, je dois me former en relation client, marketing et communication. Il me dit, ah bon? Il me dit, c'est une très bonne idée. Et voilà donc mon initiative qui m'a emmené à faire un master en marketing et communication au lieu de continuer en logistique. J'ai voulu diversifier les connaissances. Et eBay, donc, quand il a été promu dans sa nouvelle entreprise où il évolue actuellement, il est venu dans la ville où je réside. On s'est rencontrés. Et quand on s'est rencontrés, nos échanges, il a compris que c'est le marketing qui me convenait le mieux que la logistique. D'accord. Donc, pour cette petite parenthèse-là, donc ce que je voulais dire par là, c'est que aujourd'hui dans la vie, il faut avoir un modèle de réussite. Et le fait d'avoir un modèle de réussite va te donner la force et la capacité de pouvoir te fixer des objectifs de réussite. C'est simplement ça. Ok, très intéressant. Monsieur eBay, le modèle que vous êtes pour Don Gombo, j'espère qu'il regardera. Bien sûr, bien sûr. Vous prendrez conscience de ce que vous représentez dans la vie de notre auteur. Pas seulement dans ma vie, mais dans la vie de plusieurs jeunes Congolais. Que l'exploit qu'il a fait, pour moi, c'est à féliciter, un coup de génie. Prendre une entreprise à sa naissance, c'est toi. Le marketing, c'est le poumon de l'entreprise. Tu prends une entreprise à sa naissance, tu fais connaître l'entreprise en moins de 2 ans. Et l'entreprise est placée au même titre que ce qui existait déjà. En tout cas, c'est un coup fort en marketing. Chapeau à lui alors. En tout cas, vraiment, beaucoup de salutations. Donc, pour revenir à notre livre, il y a un passage dans lequel Moye Koli dit avoir compris que l'environnement dans lequel il évoluait n'était plus propice à son épanouissement. Ce passage marque donc un moment fort, je trouve, la prise de conscience que l'on n'est plus à sa place. Peux-tu nous dire un peu plus sur ce moment-là? Comment ta prise de conscience a surgi, sachant que tu te sentais très bien dans un mode on va dire un monde festif. Moye Koli, c'est quelqu'un qui traînait beaucoup dans des endroits luxueux, la boisson, les fêtes. Comment tu arrives à prendre conscience et à sortir de là? C'est pas fou, hein. Mais tu sais, après, comme on dit, en prenant de l'âge, on comprend certaines choses. Et Moye Koli, à un moment de sa vie, donc il a été envoyé. Il a été envoyé hors de sa ville natale. Donc il est parti pour continuer ses études chez des membres de sa famille. Et là-bas, en tout cas, c'était pas du lait au miel, là. C'était pas du lait au miel. On l'a appris, en fait, à comprendre l'importance de la vie. De son jeune âge, on l'a mis face aux réalités de la vie, à comprendre c'est quoi la vie, savoir mener ses pas. Mais pourtant, il ne manquait de rien. Il vivait il vivait où il avait tout ce qu'il pouvait demander, on pouvait donner. Mais on l'a serré les vannes pour l'éduquer. Et Moye Koli a fait beaucoup de rétrospection interne en se posant les bonnes questions. Qu'est-ce que je veux pour ma vie? Qu'est-ce que je veux pour mon avenir? Le déclic. Et en faisant cela, il réalise que
Je suis entouré des amis qui toutefois m'appellent que les week-ends pour aller m'amuser dans les fêtes et tout. Mais ça m'apporte quoi? Et dès que Moye Koli a commencé à se poser ce genre de questions, il a commencé à revoir sa conduite de vie. Okay. Et quand il a commencé à revoir sa conduite de vie, il a senti que je me retrouve dans un milieu où on me parle que de fêtes, de femmes, ambiance, mais on ne me parle pas de projet à long terme. Ouais. Et il a senti que le milieu n'était plus favorable pour lui. Parce que lui, il voulait s'épanouir, avoir une éveil d'esprit encore plus développé. Mais les autres, ils étaient encore dans une bassesse d'esprit. C'est bien beau de s'amuser, faire la fête. Quand on peut, on le fait, oui. Mais au jour d'aujourd'hui, il faut voir ce qui est primordial pour ta vie. Et Moye Koli a simplement pensé à ça. Et il a vu que les autres pensent A, lui pense B. Et qu'il ne peut pas continuer à traîner avec eux pour continuer à faire chemin comme ça. Il a préféré faire chemin à distance. Chemin par. Voilà. À chacun sa vie, à chacun ses décisions. Donc, dans tout ça, quand on est ami avec des gens, il faut voir tout ça. La vie, c'est des intérêts. On ne va pas se le cacher. Ah oui, on ne traîne qu'avec des gens qui nous apportent en plus dans la vie. Si vous pensez que les gens avec lesquels vous partagez votre vie vous tirent vers le bas, mais pensez à vous détacher de ces personnes-là. Si on vous traite de gonfler, dites que c'est moi qui vous ai conseillé. Il n'y a pas de souci. Je prends sur moi. Il y a une scène, je sais pas, peut-être que certains lecteurs trouveront que c'est une scène assez banale, mais moi, je l'ai trouvé... J'ai senti qu'il y avait une certaine profondeur là-dedans. La scène de la bouteille d'eau de 500, du billet de 500 francs qu'un grand du quartier, comme tu l'as dit dans le livre, un grand du quartier, t'as remis et que t'as pensé acheter une bouteille d'eau pour ta mère. Cette scène, moi, je sens qu'elle est remplie d'émotions. Vous dites que je lui ai tendu la bouteille d'eau. Elle m'a souri doucement et a dit « Rentre vite ». Oui, on sent beaucoup d'émotions dans la relation principale entre Moye Koli et sa mère, donc la relation avec ta mère. Moi, j'ai une question. Quelle place occupe la famille dans ton parcours personnel et surtout ta mère? Ben, ils occupent la première place. Hein. Ça même, en fermant les yeux, première réaction, ils occupent la première place dans ma vie. Et ma mère, en tout cas, c'est une partie de moi. C'est une partie de moi et donc, elle est placée au devant de tout. D'accord. Ben, paix à son âme. Merci. Parce que bien sûr, on a compris dans le livre que la maman nous quitte. Oui, elle a tiré sa révérence. Ça fait aujourd'hui 4 ans qu'elle a tiré sa révérence, mais bon, on apprend à vivre avec cette blessure, bien que tout le temps, elle est là, présente cette blessure, mais on fait avec. Parce que la vie nous impose un rythme qu'on a l'obligation d'accepter, en fait. Ouais. Alors, quand on sait que la famille occupe une place très importante dans ta vie, et que tu arrives dans ce nouveau pays-là, quand tu décides de quitter le Congo pour rejoindre le pays où tu vas t'épanouir encore plus, tu es censé arriver chez un membre de ta famille, un cousin. Tu étais donc censé arriver chez ton cousin, un membre de ta famille qui te rejette, qui ne te reçoit pas. Quand on sait que la famille occupe la première place dans ta vie, comment tu vis ce moment-là? Difficile à exprimer, mais bon, c'est difficile de m'exprimer sur ce point, mais je ferai quand même le nécessaire. Tu sais, moi, je place toujours la famille au centre, comme je vous l'ai dit, en première place. Et être rejeté par mon propre frère, mon sang, mon cousin, j'imagine encore nos bons moments passés ensemble et tout ce qu'on a pu partager de bon en mal et tout, me rejeter. Je me suis senti abandonné, délaissé. J'ai eu le sentiment de ne plus tendre la main aux gens quand ils sont en difficulté.
Ça m'avait tellement fait mal que je me suis dit que on se retrouve hors de chez nous. Ouais. Et mon propre sang refuse de m'héberger. Mais si il arrivait que une situation arrive à l'un de nous, on ne le souhaite pas, qui va aider qui? Tu vois, j'ai pensé comme ça. Après, déjà d'âge, je suis plus âgé que lui. Je me suis dit, bon, il reste un petit frère. Ce qu'il a fait, peut-être qu'il a fait par ignorance ou il oublie les conséquences que ça pouvait faire. Mais j'ai pris sur moi. J'ai pris sur moi et j'ai trouvé refuge ailleurs. Aujourd'hui, avec du recul, comment tu qualifierais le geste des 500 francs qui t'ont été remis par un grand du quartier, comme tu le dis, comparé aux membres de ta famille, donc ton cousin, qui n'a pas voulu te tendre la main, alors qu'un inconnu dans la rue, c'est vrai que c'était 500 francs, mais vu les circonstances, c'est quand même quelque chose. C'était quand même quelque chose. Tu sais, ouais, ça c'est aussi pertinent que ça, de comprendre qu'aujourd'hui, les gens ont toujours tendance à attendre beaucoup plus d'aide venant de la famille que des gens du dehors. Mais moi, je dirais par contre aujourd'hui, toute personne est indispensable. Ouais. Lui, il a jugé bon de ne pas m'héberger. Mais le symbole dont ce grand-là a fait preuve, c'est une marque très, très importante. Pourquoi? Parce que de chez moi à l'hôpital, ça me faisait quasiment 20 km que j'ai fait en aller-retour à pied. Il n'y avait pas de transport ce jour-là parce que c'est un jour de vote, période électorale chez moi au pays. Et sur tout mon chemin, en aller comme en retour, j'ai croisé beaucoup de gens que je connaissais, frères, amis, connaissances et tout, qui connaissaient la situation que je vivais, que je traversais. Mais beaucoup n'ont pas eu le courage même de me dire un mot d'encouragement. Juste à peine, ah, comment tu vas? Bonjour, ah. Chacun continue son chemin. Mais ce grand a eu le temps de me faire asseoir, me donner un truc symbolique, bien qu'il soit petit, mais pour moi, il est grand. Ouais. Parce que ce qu'il a fait, à l'instant T, ce petit geste-là, a sauvé une vie. Parce que, en supposant j'arrive à l'hôpital, ma mère n'avait plus d'eau. Et moi, j'ai fait un parcours où j'avais les poches vides. Et en cours de chemin, en mettant 500. Et je l'achète une bouteille. Ça apporte une solution où il y avait un besoin. Donc, c'est un peu ça, en fait. Et moi, je dirais simplement que chacun occupe sa place. Et chaque geste dans la vie compte. Et comme on dit, chaque chose, il faut méditer sur ça, voir pourquoi l'autre a fait ça, pourquoi. Mais, en tout cas, on prend le dessus surtout, pour ne pas s'éterniser sur des trucs qui ne nous font pas avancer. Ouais. D'accord. Moyo Koli ose réussir là où d'autres ont baissé les bras. Selon toi, qu'est-ce qui pousse certaines personnes à baisser les bras alors que d'autres se battent? Je dirais, premièrement, c'est un problème de confiance en soi. Ouais. Quand tu crois en toi, tu te donnes les moyens, la capacité de pouvoir réussir. Mais quand tu ne crois pas en toi, tu vois le diable partout. D'accord. Et ça, c'est quelque chose qui est fréquent dans la vie des gens. Aujourd'hui, il y a plusieurs sortes d'échecs. Mais quand tu connais l'échec, comment tu fais? Après l'échec, en fait, qu'est-ce que tu dois faire pour pouvoir te relever? Après l'échec, il y a une vie. Après les blessures, la vie continue. Mais tu disais, qu'est-ce qui pousse certaines personnes à baisser les bras alors que d'autres se battent? Le manque de confiance.
Le manque de confiance en soi pousse certaines personnes à baisser les bras. Et il est plutôt beaucoup négatif que positif. Et dans la vie, il faut faire le contraire. Quand tu n'as pas osé, comment tu connaîtras le goût de la réussite? Et beaucoup sont figés au fait que X a fait ceci, mais ça n'a pas marché. Donc, ça ne vaut pas la peine que moi aussi, que je le fasse. Tant que tu vas réfléchir comme ça ne va pas t'aider dans la vie. Chacun de nous a sa chance. Dans le monde, il y a combien de musiciens? Est-ce que ce sont tous ces musiciens-là qui brillent? Il y a combien de chroniqueurs? Est-ce que ce sont tous ces chroniqueurs-là qui brillent? Ou qui excellent? Aie confiance en toi et pense positivement dans la vie. Aie une éveil de conscience. Fais une rétrospection, revois tes centres d'intérêt, tes émissions, ton quotidien. Tu sais, un jour, j'ai un ami qui me dit, est-ce que tu as l'habitude de suivre des podcasts? Je dis, attends, podcast? Là, on était en 2013-2014. Il dit, podcast? Tu veux pas de podcast? C'est quoi encore podcast? Moi, je connais pas podcast, je suis perdu. Il m'a dit, essaie de suivre les podcasts. C'est des émissions qui éveillent les consciences et les esprits des gens. Et ça apporte beaucoup de choses. Et dès lors, j'ai commencé, je passais mon temps sur YouTube, à suivre des podcasts et tout. Donc, écouter les parcours, les histoires des gens qui racontent leurs expériences, leurs échecs. Et ça a transformé mon Yekoni. Et c'est ce que j'invite les autres à faire, en fait. Donc, comme certains disent, il faut beaucoup lire, il faut beaucoup faire ceci, il faut. Ah oui. La lecture aussi est très importante, Parce que à travers la lecture, tu apprends également beaucoup. Si tu n'as pas les moyens de pouvoir te connecter sur YouTube, suivre un podcast, le livre, tu peux emprunter même chez ton voisin un livre. Lis le livre. Ça va t'ouvrir l'esprit. Mais il faut savoir aussi quel livre lire. Il faut t'ouvrir l'esprit. C'est un peu ça. D'accord. On tend vers la fin de notre émission. Alors, donc, qu'est-ce que tu souhaiterais que le lecteur retienne de ton livre? Alors, ce que je souhaiterais aujourd'hui que les lecteurs retiennent de mon ouvrage, La persévérance face à l'échec, c'est d'abord un jeune qui a le courage de se lever, parler de lui, ce qu'il a rencontré et où il en est au jour d'aujourd'hui. Tu sais, il y a beaucoup de gens qui souffrent en silence, Janelle. Il y a beaucoup de gens qui souffrent en silence. Mais ils n'ont pas l'audace ou le courage de pouvoir en parler. Mais moi, j'ai choisi de l'extérioriser. Parce que j'avais l'impression d'avoir un fardeau en moi que je portais pendant des années. Et ces expériences-là, aujourd'hui, je pousse certains jeunes à réaliser qu'il y a beaucoup de bonnes choses qui nous attendent devant. Je ne suis pas né d'une famille où le miel est servi à table, l'or, tout ça, voilà. On m'a appris à chercher. C'est emmener les gens à comprendre que dans la vie, si tu ne te lèves pas sur tes lauriers, rien ne va venir à toi. Exactement. Si tu n'es pas né dans une famille riche, il faut te réveiller tôt, aller chercher ton pain quotidien. Effectivement. Ton pain quotidien. Et savoir le préserver et le multiplier. Ah oui. À travers la persévérance face à l'échec, je veux montrer aux jeunes une facette de Moye Koli qui a connu des échecs, qui a connu des moments sombres dans sa vie. Mais face à cela, il n'a pas baissé les bras. Pourquoi? Parce qu'il avait une vision pour sa vie. Et c'est un visionnaire. Et le fait d'avoir une vision pour sa vie
le pousse à se maintenir, à suivre son chemin. Donc, les embûches, tu en trouveras toujours sur le chemin de la réussite. Des critiques à gauche, critiques à droite, les gens négatifs, les gens positifs. À toi de savoir faire le tri, de savoir scinder et savoir décoller pour aller. À travers Moye Koli, on enseigne le courage à ceux qui n'ont pas la force de se relever. D'accord. C'est-à-dire que vous n'êtes pas seul. Bah oui, ah oui. Vous n'êtes pas du tout seul. Moi, peut-être que j'ai pris le devant d'écrire en parlant un peu de ces expériences-là, mais il y a d'autres également qui en font. Hein. Il y a d'autres qui en font, mais peut-être que l'impact est différent. Mais aujourd'hui, je t'assure que sur la plupart des gens qui ont lu mon livre, qui ont eu le temps d'échanger avec moi, grand, petit, papa et tout, maman, beaucoup se retrouvent dans cet ouvrage-là. Parce que c'est un ouvrage qui parle des expériences de tous côtés, sur le banc de l'école, dans la vie, l'insertion dans le monde professionnel, tu vois. Donc ça englobe un peu tout. Et c'est une manière de donner de la force aux gens, d'aller de l'avant. D'accord. Alors, maintenant que tu t'es lancé dans l'écriture, c'est le premier, ce n'est pas le dernier. Non, c'est pas le dernier. Hein. J'ai deux ouvrages en cours. Mais je remets pour 2026, je remets pour 2026. Inch'Allah, comme on dit quelque part. Le temps de mieux finaliser certains petits détails. D'accord. Sinon, j'ai deux ouvrages en cours. Ok. Un dernier mot pour les jeunes lecteurs qui traversent une période difficile. En tout cas, un dernier mot, une dernière phrase, un conseil que tu aimerais qu'ils gardent. C'est ce que j'aimerais dire merci de regarder aux autres lecteurs, que c'est pas dans le confort qu'on devient fort. Pourquoi je dis que c'est pas dans le confort qu'on devient fort? Tu sais, quand tu es dans le confort, tu ignores certaines réalités. Mais quand tu goûtes au contraire du confort, tu comprends en fait que la vie là, il faut savoir se positionner. Et à travers cela, c'est simplement dire courage qui tienne bon. La vie n'est pas facile, mais il faut beaucoup de courage pour arriver à son objectif. D'accord. Mesdames, messieurs, nous arrivons à la fin de notre premier épisode. Vous l'aurez donc compris, on était avec Dongambou, auteur du livre La persévérance face à l'échec, dont je vous invite à vous procurer. Procurez-vous le livre, les gens le pour vous. Il est disponible au Congo-Brazzaville, au Sénégal, en France et même au Canada, aux États-Unis. Mais je ne l'ai pas encore mis en ligne parce que pour l'instant, je veux le voir de manière physique. Parce déjà que les gens n'aiment pas. De manière électronique, tu sais, aujourd'hui, le monde va trop vite que les gens sont plus occupés à faire certaines choses que peu de personnes prennent le temps de lire un article en ayant dans sa tablette, dans son téléphone et tout. Ouais. Très peu de personnes. Donc, c'est un peu ça, mon idée en fait. D'accord, donc merci d'être venu. Je vous en prie, le plaisir était pour moi. Merci de nous partager ton petit parcours. Je vais le dire petit, c'est vraiment il est très grand. Il est très grand. Quand vous allez lire le livre La persévérance face à l'échec, vous allez vous rendre compte que c'est quelque chose de très grand. C'est quelqu'un qui a vécu des épreuves assez difficiles, qui est passé par beaucoup de choses. Pour quelqu'un de si jeune, il n'est pas vieux non plus. Donc quand on le voit, il est très jeune, il est passé par tellement de choses et il a su se relever. En tout cas, il a été persévérant. On va dire que la résilience, c'est quelque chose que tu connais beaucoup. En tout cas, c'est quelque chose que tu as côtoyé au quotidien. Surtout avec les échecs répétés niveau baccalauréat, il n'a pas baissé les bras, il en a fait plusieurs fois. En tout cas, moi, je ne sais pas si j'aurais eu ce courage-là de recommencer encore et encore et encore. J'aurais certainement abandonné tout ça.
Mais bon, bref, lui, il est allé jusqu'au bout, jusqu'à obtenir son baccalauréat. Il est devenu la personne qu'il est aujourd'hui, diplômé d'un master en marketing et communication, un parcours en logistique, n'est-ce pas? Et aujourd'hui, écrivain. Comme quoi, on peut partir de rien pour devenir quelqu'un, tout comme on peut partir de quelque chose pour tout perdre. Tout comme aussi on peut avoir quelque chose et bien continuer à le perdurer. Mesdames, messieurs, on se dit à très bientôt pour un second épisode et n'hésitez pas de laisser vos histoires. Je vous mettrai toutes mes coordonnées pour ceux qui veulent bien participer à l'émission. Merci, au revoir.